de réussite pour ce mandat que vous venez d'entamer. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation succincte des fondamentaux du statut de l'élu. L'idée étant pour vous de connaître vos droits et obligations en qualité d'élu local et de maîtriser l'ensemble des garanties afférentes à votre statut d'élu local, qu'elles soient professionnelles, fiscales, sociales ou encore liées à votre protection fonctionnelle. Donc, au programme 6 points, abordés succinctement, s'en suivra, si vous le souhaitez, un court temps de questions-réponses. Dans un premier temps, donc, les obligations déclaratives et le régime des incompatibilités. Ensuite, les garanties professionnelles, le régime indemnitaire et fiscal, la protection sociale et vos droits à la retraite, la protection fonctionnelle et enfin, votre droit à la formation. S'agissant des incompatibilités et obligations déclaratives, eh bien, vous savez qu'il existe plusieurs types d'incompatibilités. Elles peuvent être liées à l'exercice d'une activité professionnelle ou encore résulter de l'application de la règle du non-cumul des mandats ou enfin résulter d'un lien de parenté. S'agissant des incompatibilités professionnelles, le code électoral en prévoit un certain nombre. Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'un centre communal d'action sociale, CCAS, celui de la commune. Les fonctions de conseiller municipal, elles sont également incompatibles avec des fonctions préfectorales. Alors évidemment, la fonction de préfet, celle de sous-préfet ou encore celle de secrétaire général de préfecture. Autre incompatibilité avec celle de représentant légal dans les établissements publics communaux ou intercommunaux de santé ou qui accueillent des personnes âgées dans la ou les communes de rattachement. Autre incompatibilité avec les fonctions dans la police. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaires des corps de conception, de direction, de commandement ou encore d'encadrement dans la police nationale. Autre incompatibilité qui souffre d'exception, c'est celle avec celle de fonction de militaire. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec les fonctions de militaire en position d'activité. Par dérogation, les fonctions de militaire en position d'activité restent compatibles avec les mandats de conseillers municipaux dans les communes de moins de 9000 habitants ou les mandats de conseillers communautaires dans les établissements publics de coopération intercommunale qui regroupent moins de 25 000 habitants. Attention, petite précision, cette incompatibilité, elle ne s'applique pas aux réservistes, membres de la réserve opérationnelle, étant observé que le réserviste ne peut exercer, par contre, à l'intérieur de la circonscription dans laquelle il exerce son mandat local. Je peux poser une question? Bien sûr. Lorsqu'on a déposé Jean-Luc Verrier, je suis le maire de Prunières. Bonjour. Je suis élu et maire pour la première fois de ma vie. Lorsque j'ai déposé les listes en préfecture, Oui. j'imagine qu'il y a eu un contrôle a priori de toutes ces incompatibilités sur la liste que j'ai présentée. J'imagine que ça n'a pas été… Pas nécessairement. Pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Il existe une possibilité de recours de la part d'un électeur ou encore un recours préfectoral qui peut être fait a posteriori. D'accord, merci. Je poursuis, si vous le voulez bien, sur les incompatibilités. Non, il n'y a pas de souci. Autre type d'incompatibilité, celles qui peuvent exister par rapport à un lien de parenté existant. Alors là-dessus, aucune disposition du Code électoral n'interdit à plusieurs membres d'une même famille de se présenter à une même élection municipale, que ce soit au sein de la même liste ou au sein de listes différentes. Par contre, dans les communes de plus de 500 habitants, des restrictions sont applicables
en cas d'élection de personnes qui présentent un lien de parenté. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal, est limité à 2. Le tribunal administratif peut être saisi sur requête d'un électeur dans les 5 jours de l'élection ou sur recours préfectoral, et ce dans les 15 jours de l'élection. L'incompatibilité sera alors appréciée par le tribunal au jour du jugement. Si plus de 2 personnes avec un lien de parenté sont élues au conseil municipal, eh bien, certaines d'entre elles devront faire le choix de la démission afin que seuls 2 membres de la famille soient présents au sein du conseil municipal. Le délai pour démissionner est de 10 jours. Dans le cas où aucune des personnes concernées ne démissionne, là où les moins bien placés dans l'ordre du tableau perdent leur mandat de conseiller municipal. En revanche, exception à ces incompatibilités en lien avec le lien de parenté, 2 conjoints peuvent être membres du même conseil municipal. Il faut bien distinguer l'incompatibilité de l'inéligibilité. L'incompatibilité, elle n'interdit pas la candidature. Des personnes en situation d'incompatibilité peuvent parfaitement être élues. Elles ont alors 10 jours à compter de la proclamation des résultats pour opter entre le mandat ou l'emploi. À défaut d'informer leur employeur dans ce délai, elles sont réputées conserver leur emploi. Autre règle qui s'applique s'agissant des incompatibilités, c'est la règle que vous connaissez, qui est celle du non-cumul des mandats. Alors, elle s'articule de 2 manières, cette règle du non-cumul des mandats. Elle prévoit d'une part une interdiction, qui est celle de ne pas cumuler, elle interdit de cumuler un mandat exécutif local et un mandat de député ou de sénateur, sachant que cette règle s'applique aux députés nationaux ou européens, et elle limite l'exercice des cumuls des mandats locaux. Elle limite l'exercice des mandats locaux à 2 mandats locaux maximum, cette règle s'appliquant aux conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Elle impose également de détenir une seule fonction exécutive. Alors, de ce point de vue, les fonctions de maire sont strictement incompatibles avec celles de président de conseil départemental, de président de conseil régional. Vous aurez compris que les fonctions d'adjoint et de vice-président ne sont pas prises en compte au titre de la règle du non-cumul. Ne sont pas prises en compte non plus les mandats communautaires qui sont exclus de la règle du non-cumul. 2 exemples pour vous illustrer cette limitation. Un maire peut être à la fois président de communauté et conseiller régional. On a là une seule fonction exécutive au sens de la règle du non-cumul qui est celle de maire. Deuxième exemple, un président de conseil départemental peut être à la fois adjoint au maire, président de communauté et conseiller régional. On a là également une seule fonction exécutive qui est celle de président de conseil départemental. Tant qu'il n'est pas mis fin à l'incompatibilité, l'élu ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. Un élu en situation de cumul, eh bien, il dispose de 30 jours à compter de la date de l'élection pour démissionner de l'un de ses mandats qu'il détenait antérieurement. À défaut d'option, c'est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. Autre règle, toujours liée à ces obligations déclaratives et aux incompatibilités, c'est celle de l'obligation de transparence. Vous savez qu'a été instituée en France une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les élus sont tenus d'adresser à cette haute autorité 2 documents qui sont une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt. Alors, tous les élus, non, certains élus. Qui sont-ils? Ce sont les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les présidents de PCI de même taille ou dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions d'euros. Sont également concernés par ces obligations déclaratives les adjoints et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants détenant une délégation de fonction ou de signature. Ces élus-là sont tenus de transmettre à la haute autorité
une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt. Qu'est-ce que c'est Charlotte, que... est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Bien sûr. Je crois que alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, votre diaporama, il ne défile pas. Est-ce que c'est normal? Ah bon? Est-ce que chez vous, il défile? Non, non, il ne défile pas. Non, Voilà, pas du on tout. est resté bloqué sur la première Non, du tout. page. C'est vrai? Je trouvais ça curieux parce que comme je connais l'intervention, je sais qu'on… Pardonnez-moi, vous auriez dû noter. Alors, attendez. On aura les supports. Oui, oui. Bien sûr, ils vous seront transmis. Attendez, j'essaie de voir d'où vient le problème. C'est peut-être parce que c'est un PDF? Oui. C'est bon, là, ça a l'air d'être parti. C'est OK, là. Là, vous êtes sur l'obligation. Là, on est sur la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et obligation vous avez de transparence. Quand je fais défiler, c'est bon? Ou vous restez sur l'obligation? Bah non, on reste bloqué. Ah, c'est bizarre. Bien. Vous ne l'avez pas en PowerPoint, ce sera peut-être plus simple. Attendez. Plutôt qu'en PDF. C'est peut-être lié au fait que ce soit un PDF. Alors, attendez. Bon, en attendant, du coup, j'en ai profité. Je vous ai mis le lien qui vous renvoie vers le décret relatif à ces déclarations. Et dans le décret, vous avez des modèles pour faire votre déclaration d'intérêt. Et puis, je vais en profiter pendant que Charlotte cherche le support pour vous mettre le lien vers le guide du statut de l'élu, le lien vers la page de l'AMF qui vous permet de télécharger la brochure sur le statut de l'élu. Alors, voilà. Que de toute façon, vous aurez par l'intermédiaire de votre association départementale, je pense, Lucie. Hein. Sauf erreur, on n'est pas beaucoup concerné dans le département des Hautes-Alpes. Par la déclaration. Déclarative, oui. Vous êtes peu concerné, oui. Alors, on va peut-être… A priori, il n'y aurait que le président du conseil départemental. Même s'agissant des EPCI, oui, non, vous n'êtes pas… C'est EPCI et EPCI de 100 000 habitants. Non. Petite commune. Nous, c'est ça, le département. Alors, on va du coup pouvoir… Est-ce que vous avez accès, là, à mon support? Allez-y, faites défiler pour voir. Non. Ah non, hein, ça reste bloqué sur Toujours sur la même page. Ouais. Oh là là. Est-ce que vous voulez que je le présente parce que je dois bien l'avoir? Attendez, je vais fermer celui-ci. Attendez. Je vais fermer celui-ci. 2 petites secondes. Est-ce que là, c'est bon? À l'air? Quand je change? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, en diaporama, ce sera encore mieux? Oui. Nathalie, si je peux me permettre, Lucie. donc Lucie Cézanne de l'AMF 05, je voulais juste dire à nos participants s'ils pouvaient sur les conversations se présenter parce qu'on n'a que des prénoms, on ne sait pas, comme vous êtes nouveau, on ne vous connaît pas encore. Donc, si vous pouviez nous mettre votre nom et puis la commune dans laquelle vous êtes élu. Voilà, pour qu'on puisse avoir une liste complète des participants. Je vous remercie. C'est bon, je peux enchaîner. Bon. Donc, je vais passer du coup très rapidement sur les déclarations de patrimoine et d'intérêt. La déclaration de patrimoine, c'est très simple, c'est une photographie de tout ce que vous possédez, immeubles, assurance vie, part sociale, compte bancaire, véhicule, et ce à la date de la déclaration. La déclaration d'intérêt, quant à elle, elle recense l'ensemble des activités professionnelles que vous exercez, fonctions, mandats, participation, les vôtres et celles de votre conjoint. Elle vise, comme son nom l'indique, à prévenir tout risque de conflit d'intérêts.
Elles doivent être faites, ces déclarations, dans les 2 mois qui suivent l'entrée en fonction et en cours de mandat en cas de modification significative de votre situation patrimoniale ou d'intérêt. Il faut savoir que le défaut de déclaration est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. S'agissant de l'obligation de transparence sous l'angle des emplois familiaux, un maire ou un président de PCI ne peut pas employer dans son cabinet des membres de sa famille, à savoir son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, un parent ou enfant, les vôtres et ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin. En cas de recrutement de tout autre membre de votre famille, vous êtes tenu d'en faire la déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Toute infraction à cette règle est là aussi passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. S'agissant maintenant des garanties professionnelles, donc en dehors des incompatibilités prévues par la loi, tout élu peut choisir soit de mener de front son mandat électif et son activité professionnelle, ou de mettre son activité professionnelle entre parenthèses le temps du mandat. Dans les 2 cas, eh bien, vous bénéficiez statutairement d'un certain nombre de garanties. Si vous choisissez de suspendre votre activité au profit du mandat, la situation va différer et les garanties vont différer selon que vous êtes salarié de droit privé ou titulaire de la fonction publique ou contractuel de la fonction publique. Si vous êtes salarié de droit privé, les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants, les vice-présidents des communautés de communes de plus de 10 000 habitants et des autres EPCI peuvent bénéficier d'une suspension de leur contrat de travail qui est de plein droit, si vous correspondez à ces conditions-là, à condition de justifier d'une ancienneté minimale de 1 an chez votre employeur à la date d'entrée en fonction. Dans les autres cas, eh bien, l'employeur est libre d'accorder ou non la suspension de votre contrat de travail. Formellement, la demande, elle se fait par lettre recommandée avec accusé de réception et elle prend effet 15 jours après réception du courrier par votre employeur. Pendant la durée de la suspension, eh bien, le salarié n'est pas rémunéré et il n'acquiert pas de droit à congé payé ni d'ancienneté. À l'expiration du mandat, y compris après un premier renouvellement, vous retrouvez votre emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente et ce, dans les 2 mois suivant la date à laquelle vous avez avisé votre employeur. Vous pouvez également bénéficier d'un stage de remise à niveau, d'une formation professionnelle ou encore d'un bilan de compétences. La loi Engagement et Proximité de décembre 2019, elle a prévu l'organisation d'un entretien professionnel entre le salarié et son employeur, et ce, dès le début du mandat, afin de fixer les modalités de conciliation ou de suspension de l'activité professionnelle durant l'exercice du mandat et l'information de l'employeur sur les dispositions relatives au statut de l'élu. Si vous êtes fonctionnaire, s'agissant des fonctionnaires, les garanties, elles vont considérablement différer selon que vous êtes agent contractuel ou titulaire. Si vous êtes titulaire de la fonction publique, 2 options possibles, le détachement ou la mise en disponibilité. S'agissant du détachement, eh bien, tout fonctionnaire de l'une des 3 fonctions publiques peut demander à être détaché pour remplir sa fonction élective. Ce détachement, il est de droit si vous exercez un mandat de maire, de président de PCI à fiscalité propre, d'adjoint au maire dans les communes de plus de 10 000 habitants, de vice-président de communauté de communes de plus de 10 000 habitants et des autres EPCI à fiscalité propre. Dans les autres cas, ce détachement peut être accordé, mais sous réserve des nécessités du service. Le fonctionnaire détaché ne perçoit plus aucune rémunération, mais il continue à bénéficier dans son corps ou cadre d'emploi d'origine de ses droits à l'avancement ou à la retraite. Au terme du mandat, les fonctionnaires élus sont réintégrés selon les conditions de droit commun. S'agissant de la deuxième option, eh bien, il s'agit de la mise en disponibilité. Dans cette position, l'élu cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité, eh bien, elle est accordée de droit pendant la durée de leur mandat et sur leur demande
aux fonctionnaires territoriaux ou de l'État qui exercent un mandat d'élu local. S'agissant des fonctionnaires non titulaires, donc contractuels de la fonction publique, leur situation est analogue à celle des salariés de droit privé. C'est ce que prévoient donc les dispositions issues du Code du travail, donc relatives à la suspension du contrat pour les salariés qui justifient d'1 an d'ancienneté dans l'emploi. S'agissant maintenant de l'hypothèse de la conciliation du mandat avec une activité professionnelle, le statut prévoit des facilités afin de vous permettre d'exercer conjointement vos 2 activités. 2 modalités principales sont prévues pour organiser un dégagement du temps de travail, les autorisations d'absence et les crédits d'heures. Toute personne qui emploie un élu membre d'un conseil municipal, d'un conseil de communauté d'agglomération urbaine et de métropole doit lui accorder des autorisations d'absence afin qu'il puisse se rendre et assister aux réunions des organismes dans lesquels il siège. Qu'est-ce qu'on entend par réunion? Eh bien, il s'agit des séances plénières des assemblées délibérantes, des commissions desquelles vous êtes membre, les assemblées délibérantes et les bureaux des organismes où vous avez été désigné pour représenter la collectivité. Vous devez prévenir votre employeur au plus tôt dès que vous avez connaissance de la date de la réunion en lui précisant bien la durée de votre absence. S'agissant des crédits d'heures, alors vous bénéficiez de crédits d'heures vous permettant de participer de préparer les réunions et d'administrer la commune. Alors, sont ici concernés les mêmes élus que ceux que j'évoquais précédemment. Ce temps, donc ce crédit d'heure, est accordé sous forme de forfait trimestriel de crédit d'heure et il va varier selon la démographie de la commune et les fonctions électives que vous exercez. Une majoration est possible, une majoration de ces crédits, dans la limite de 30% par élu, par délibération du conseil municipal, dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement, de canton, mais également dans les communes sinistrées ou dans les communes classées. Donc, majoration du crédit d'heure de 30% par élu, par délibération du conseil municipal. Pour bénéficier de ce crédit d'heure, vous devez en faire la demande à votre employeur par écrit, au moins 3 jours à l'avance, en précisant bien la date et la durée du crédit sollicité. Précision, l'employeur est tenu de faire droit à cette demande et ne peut contrôler l'usage que vous faites de votre crédit d'heure dès lors que votre forfait n'est pas dépassé. Autre précision, le temps d'absence qui vous est accordé au titre de l'autorisation d'absence ou du crédit d'heure, eh bien, il est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, des droits à congés payés et des droits aux prestations sociales. Néanmoins, l'employeur n'est pas tenu de les rémunérer. L'élu qui subit dans ce cas une perte de revenus peut demander à la collectivité une compensation financière qui demeure toutefois limitée. S'agissant du régime indemnitaire et fiscal, le conseil municipal doit arrêter par délibération, et ce dans les 3 mois suivant son renouvellement, le montant des indemnités des élus. S'agissant des conditions d'attribution, les indemnités de fonction peuvent être versées aux maires, aux adjoints et aux éventuels conseillers délégués. Également, les conseillers municipaux, mais vous n'allez pas être concernés par cela, les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants peuvent également en bénéficier. L'octroi de l'indemnité à un adjoint ou à un conseiller délégué est toujours subordonné à l'exercice effectif du mandat, ce qui suppose qu'un arrêté de délégation ait été pris. À l'inverse, le retrait par le maire d'une délégation met fin de manière automatique à l'indemnité allouée. Ces indemnités, elles peuvent se cumuler avec celles qui seraient perçues par un même élu au sein de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre et ou avec celles qu'il percevrait dans les organismes extérieurs, syndicats, sociétés d'économie mixte, où il représente la collectivité. Une fois votées, ces indemnités, elles constituent des dépenses obligatoires.
S'agissant des obligations de transparence, eh bien, la délibération fixant les indemnités des élus, elle intervient donc dans les 3 mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal. Cette décision et toutes celles qui, au cours du mandat, porteront sur les indemnités, doit s'accompagner d'un tableau annexe qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux élus. La loi impose également la remise aux conseillers municipaux, et ce chaque année avant l'examen du budget, d'un état nominatif qui récapitule l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus au titre de tout mandat et de toute fonction exercée au conseil municipal, dans les EPCI, syndicats, sociétés d'économie mixte, etc. Autre précision, à compter de votre mandature 2020-2026, la modulation des indemnités de fonction devient possible dans les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants en fonction de la présence ou non aux séances de l'Assemblée délibérante ou aux réunions des commissions dont vous êtes membre. La modulation de les modalités de cette modulation doivent être fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée. La réduction éventuelle des indemnités, elle ne peut toutefois dépasser 50% de l'indemnité qui peut être légalement allouée. S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité, dans toutes les communes, vous le savez, l'indemnité du maire est depuis 2015 de droit et sans débat fixée au maximum. La loi engagement et proximité n'a pas remis cela en cause. Toutefois, donc, le maire peut soit toucher l'intégralité de l'indemnité prévue, soit faire adopter par délibération une indemnité d'un montant inférieur. S'agissant des indemnités allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, eh bien, le conseil municipal les détermine leur montant dans la limite de 2 maxima. Premier maximum, l'enveloppe globale indemnitaire, autorisée en fonction de la taille de la commune, qui correspond à l'addition des indemnités maximales du maire et des adjoints en exercice. Deuxième maximum, le montant maximal autorisé en fonction du mandat détenu. Ces montants sont exprimés en pourcentage de l'indice brut 1027 de rémunération de la fonction publique et sont fixés par les dispositions du Code général des collectivités territoriales pour le maire et les adjoints. S'agissant de la détermination du montant des indemnités, j'ai intégré à ce diaporama ce tableau récapitulatif, donc qui récapitule l'ensemble des indemnités donc allouées aux maires et aux adjoints, donc le taux maximal, les indemnités brutes mensuelles en fonction de la population totale de votre commune. Je vous renvoie, s'agissant du calcul des indemnités de fonction, à la brochure de l'AMF qui est extrêmement bien fournie et extrêmement pédagogique sur ce sujet. Madame D'autre vous mettra le lien dans le chat dans quelques secondes, je pense. C'est fait. Merci Nathalie. S'agissant des indemnités de fonction, toujours au sein de l'enveloppe globale, si les maximums ne sont pas servis aux maires et aux adjoints, il est possible de verser des indemnités supérieures au plafond aux adjoints individuellement, sous réserve que leur montant ne dépasse pas l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire. Il est également possible d'allouer une indemnité aux conseillers délégués, et ce, dans les mêmes limites, et d'allouer une indemnité aux conseillers municipaux, et ce, dans la limite de 6% de l'indice brut. Des majorations peuvent être votées dans certaines communes, dans les communes chefs-lieux, dans les communes sinistrées, les communes classées stations de tourisme, celles dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national, ou encore celles qui ont perçu, une fois les 3 dernières années, la dotation de solidarité urbaine. Donc, majorations peuvent être votées dans ces communes-là. L'application de majoration aux indemnités de fonction doit faire l'objet d'un vote distinct de celui de la fixation de leur montant initial par le conseil municipal.
Enfin, l'élu qui détient d'autres mandats ou représente sa collectivité au sein de divers organismes ne peut pas recevoir pour l'ensemble de ses fonctions plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire, soit 8 434 € au 1er janvier 2019. La part écrétée est reversée au budget de la collectivité publique au sein de laquelle l'élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Précision sur les frais et avantages. S'agissant des frais de représentation, le conseil municipal peut allouer au maire une indemnité pour couvrir les dépenses qu'il engage dans le cadre de ses fonctions, à savoir réception ou encore manifestation publique notamment. S'agissant du logement de fonction, aucun élu municipal ne peut y prétendre, y compris le maire. Pour les véhicules de fonction, aucun texte n'autorise la mise à disposition d'un véhicule dont l'élu pourrait se servir pour ses déplacements privés. Par contre, dans le cadre de ces fonctions, un véhicule de service peut être mis à votre disposition, y compris avec chauffeur. Pour les frais de transport et de séjour, vous avez droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux et des frais engagés pour vous rendre aux réunions des organismes où vous représentez la commune ou lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. S'agissant des frais de garde ou d'assistance, la commune rembourse les frais de garde d'enfants ou d'accompagnement des personnes à charge que vous engagez pour participer aux réunions du conseil municipal, à celles des commissions dont vous êtes membre ou à celles des organismes où vous représentez la commune. Une aide financière peut être accordée aux maires et aux adjoints qui rémunèrent les services de garde ou d'assistance à domicile au moyen du CESU. S'agissant de la bureautique, les frais d'utilisation d'un téléphone mobile ou d'un abonnement Internet personnel ne sont pas remboursables. En revanche, la commune peut mettre à votre disposition des téléphones, ordinateurs, tablettes et leur connexion Internet. S'agissant de la fiscalisation des indemnités de fonction, eh bien, les indemnités de fonction sont imposables à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Les indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu. Quelles indemnités? Eh bien, ce sont les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par la collectivité territoriale, mais également les indemnités de fonction versées par les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux, ainsi que les rémunérations versées par les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales. S'agissant de la protection sociale et des droits à la retraite, depuis le 1er janvier 2013, tous les élus des communes et des EPCI sont affiliés au régime général de la sécurité sociale de leur lieu de résidence, et ce pour l'ensemble des risques assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocation familiale, accident du travail et maladie professionnelle, à l'exception des fonctionnaires détachés qui, eux, restent régis par les règles spéciales du statut de la fonction publique. Néanmoins, tous les élus ne cotisent pas et pas de la même manière. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction brutes d'un élu dépasse 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, elles sont assujetties, et ce dès le premier euro, aux cotisations et contributions sociales. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction brute d'un élu est inférieur à 50% du plafond, seules les contributions de CSG et de CRDS sont dues. Par dérogation, les indemnités de fonction des maires, adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants, des membres du conseil d'une communauté de communes, d'agglomération ou urbaine et qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne relèvent donc plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, sont soumis aux cotisations, même lorsqu'elles sont inférieures à la moitié du plafond annuel. Vous pourriez préciser, s'il vous plaît, le plafond? C'est-à-dire? De la sécurité sociale, il est à combien? Annuel? Le montant exact, je vous le trouve. Déjà ou arrondi? Juste pour avoir une idée. Je vous le dis, en toute fin d'intervention, je le vérifie pendant l'intervention de Madame Maga, si vous me le permettez. Merci beaucoup.
Je le note. S'agissant des droits aux prestations sociales, tous les élus, qu'ils cotisent ou non, ont droit aux prestations en nature du risque maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, ainsi qu'aux prestations de la branche famille, notamment l'allocation rentrée scolaire. Toutefois, seuls les élus qui cotisent se constituent des droits en matière de retraite, d'indemnité journalière, d'assurance décès ou de pension d'invalidité. S'agissant du régime de retraite, les élus bénéficient de 3 niveaux de retraite qui peuvent, selon le cas, se cumuler. La retraite complémentaire obligatoire à l'IRCANTEC, la retraite par rente, retraite facultative au FONPEL, donc vous présentera Armel Maga, ou au CAREL, et le régime de base de la sécurité sociale, régime général. S'agissant de la protection fonctionnelle, les élus locaux peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité s'ils sont victimes d'attaques ou de menaces dans l'exercice de leur mandat ou s'ils sont poursuivis pénalement. Certaines conditions légales sont à remplir. Le libellé du Code général des collectivités territoriales vise le maire ainsi que l'élu municipal, le suppléant ou ayant reçu délégation. Néanmoins, à plusieurs reprises, le Conseil d'État s'est prononcé sur la question et a affirmé que l'obligation de la collectivité d'accorder à un agent public la protection fonctionnelle relève de ce qu'on appelle un principe général du droit qui s'applique à tous les agents et ce, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. On peut donc en déduire que l'ensemble des élus locaux seraient susceptibles de bénéficier de cette protection fonctionnelle, sous réserve évidemment d'être mis en cause en raison de leur qualité d'élu local. C'est uniquement au titre du mandat que la protection fonctionnelle est due. Ainsi, un maire, par exemple, qui siège dans une instance au sein de laquelle il a été nommé par une autre collectivité ne peut pas prétendre à la protection de sa commune, et ce, quand bien même cette instance se prononcerait sur des questions qui touchent à la vie communale. La protection fonctionnelle, elle joue dans 3 situations. Lorsque l'élu local est victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, lorsque l'élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d'élu local, enfin, lorsque l'élu local fait l'objet de poursuites au plan civil ou au plan pénal pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions, ou encore lorsque sa gestion est contrôlée par la CRC, la Chambre régionale des comptes, donc gestion financière. Les collectivités locales versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant des prestations afférentes à l'accident dont vous avez été victime. Ces prestations, elles sont calculées selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. En outre, l'engagement de la responsabilité de la collectivité, elle emporte réparation, mais réparation intégrale des préjudices subis, quelle qu'en soit l'importance ou la nature, à savoir la perte de revenus, l'éventuel préjudice esthétique, les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances psychiques, physiques, la douleur morale, etc. etc. Votre conjoint, vos descendants ou ascendants lésés sont aussi susceptibles de recevoir une compensation donc, au titre de cette protection fonctionnelle. La responsabilité de la collectivité, elle peut toutefois être atténuée, voire dégagée totalement, selon les circonstances propres à chaque espèce, notamment s'il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime. Ce dispositif légal, il permet à la collectivité de s'assurer que sa responsabilité et donc son budget ne puisse être engagé que si l'élu a vraiment subi un dommage survenu au titre d'une activité qui présente un lien avec les compétences et les intérêts de la commune. Là aussi, la loi Engagement et Proximité de décembre 2019 a introduit une nouveauté. Elle pose l'obligation pour toutes les communes de souscrire 2 types de contrats d'assurance qui couvrent la protection juridique des maires et des adjoints et élus ayant reçu une délégation et l'assistance psychologique et les coûts qui en résultent.
Ces assurances, elles couvriront les poursuites pénales pour des faits sans faute personnelle de l'élu, ainsi que les violences, menaces ou outrages dont vous pourriez être victime. À noter que l'État s'est engagé à compenser ces dépenses obligatoires dans les communes de moins de 3 500 habitants en fonction d'un barème. S'agissant en dernier lieu du droit à la formation, vous bénéficiez d'un droit à la formation en votre qualité d'élu local. Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit impérativement délibérer sur l'exercice de ce droit. Une délibération doit déterminer les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation. Le montant prévisionnel des dépenses de formation doit au minimum s'élever à 2% du montant total des indemnités de fonction allouées dans la limite de 20% de ces mêmes indemnités. Il s'agit là d'une dépense obligatoire pour la commune. Vous bénéficiez d'un autre droit à la formation. Donc, ce diaporama n'est pas exhaustif. Madame D'autre, je m'en excuse puisque c'était le premier que j'ai récupéré dans un mail. Donc, à côté de ce droit à la formation, vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation, d'un DIF élu, qui est de 20 heures par an, cumulable sur toute la durée du mandat et que vous pouvez mettre en œuvre jusqu'à 6 mois après la fin du mandat. Juste, permettez-moi de reprendre la main sur mon ancien support afin de vous présenter plus précisément ces dispositions. Je vais en profiter pour apporter un complément d'information sur ces crédits d'heures. Oui. Nous attendons des textes. Alors, normalement, ces 20 heures démarrent aujourd'hui, Oui. tel que la loi le précise, à compter d'une année révolue de mandat. Mais nous attendons des textes puisque normalement, dans les semaines à venir, la loi autoriserait les élus à cumuler dès le début du mandat. Donc, dès que vous êtes en exercice, vos 20 heures s'activent. Alors, ce n'est pas encore complètement officiel, c'est un scoop que je vous donne. Normalement, voilà, on attend encore les textes, ça doit passer d'ici la fin du mois ou début juillet. Mais ces 20 heures, je parle au nouveau, là, ces 20 heures, ils démarrent dès le début du mandat à partir de cet été. Voilà. Donc, vous pourrez, dès la rentrée, utiliser votre DIF élu pour vous former, si les textes sortent. D'accord. Juste petite précision sur le droit à la formation traditionnelle, donc pas le DIF, le droit à la formation traditionnelle. Sachez que dès lors que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, les frais de formation, de déplacement et de séjour donnent droit à un remboursement par la collectivité. Les pertes de revenus que vous subissez du fait de l'exercice de votre droit à la formation, elles sont compensées, ils sont compensés, pardon, les pertes sont compensées par la collectivité et ce, dans la limite de 18 jours. Vous devez adresser à la collectivité l'ensemble des justificatifs nécessaires. Et là, je vais ajouter aussi quelque chose de très important. Oui. Pensez vraiment à voter votre budget formation des élus, même si c'est au minimum, même si c'est le montant plancher. Votez-le parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un conseiller municipal qui vous demanderait, qui aurait trouvé une formation, même si bientôt les tarifs horaires vont être plafonnés, qui aurait trouvé une formation à un coût un peu démesuré et qui vous imposerait de rembourser les coûts de formation parce que vous n'aurez pas pensé à voter ces crédits formation et que vous n'aurez pas encadré ce budget formation dans votre budget. Donc, pensez bien à voter dès le début, là, dans votre prochain budget, ces crédits formation pour les élus. On a eu le cas, pas plus tard que la semaine dernière, d'un conseiller municipal
qui a demandé à la collectivité de financer une formation de 2 000 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et la collectivité n'avait pas voté son budget. Donc, elle est obligée de lui financer sa formation. Pensez bien à ça, hein, c'est important. Oui, tout à fait. Donc, là aussi, le montant prévisionnel des dépenses de formation doit au minimum s'élever à 2% du montant total des indemnités de fonction allouées et dans la limite de 20% de ces mêmes indemnités. On a un bug sur l'affichage encore. Hein. Encore? Ah oui, là, on a un truc un peu psychédélique, là. Vous plaisantez? Non, une slide qui part… Ah. Bon, j'en termine rapidement. Après, je passe la parole à Armelle Maga sur le congé de formation. Afin d'obtenir un congé de formation par la collectivité, vous devez prévenir votre employeur par écrit 30 jours au moins à l'avance, en précisant bien la date et la durée de l'absence envisagée, ainsi que le nom de l'organisme de formation. Dès lors que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, eh bien, le bénéfice du congé de formation est de droit. Il peut être refusé par l'employeur, mais lorsque les nécessités du fonctionnement du service l'imposent. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Madame Maga du FONPEL. Et sur le plafond sécurité sociale, j'ai le répondu vérifie. dans le chat. D'accord, merci. Il est de 1 714 €. Oui. Attention, en cas de cumul, on tient compte de ce plafond de 1 714 €. Hein. Donc, si vous avez 2 indemnités non assujetties mais qui s'ajoutent, voilà, on va tenir compte de ce plafond-là. Hein. Et peut-être des précisions sur la notion de territoire pour les frais. Ah oui, effectivement, j'avais vu. Territoire. Charlotte, la question de notion de territoire, Monsieur Verrier. Vous pouvez me préciser votre question, Monsieur Verrier? Je vous écoute, pardon. Je remets le micro. Oui, tout à l'heure, vous disiez que les frais de déplacement sont oui. Dépendant de la notion de territoire. J'imagine qu'au-delà du territoire, ils peuvent éventuellement être pris remboursés. Qu'est-ce qu'on appelle territoire? Le département? La commune? La commune, j'imagine. Commune? La collectivité, oui. Alors, selon le mandat qui est pris en considération. Là aussi, je vous le regarde pour vous donner davantage de précision, mais me semble-t-il, il s'agit de la collectivité, de la commune. C'était pourquoi? C'était à propos de quoi? C'est le calcul c'est sur le remboursement des frais de déplacement? Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, non, mais après, ça dépend. Si l'élu a une délégation et qu'il est mandaté pour représenter la commune à Paris, par exemple, c'est ça. La commune prendra en charge des frais de déplacement. Tout dépend du mandat qui est pris en considération. Non, mais c'était juste Paris, ça me paraît évident, mais après, ça peut être le département, ça peut être la région, etc. En fait, s'il est mandaté par la collectivité pour représenter la collectivité… J'aurais une question. Allez-y. Sur la protection fonctionnelle. Ah, Monsieur Damien Duranceau. Comment allez-vous, Madame Dot? Bonjour. J'avais posé la question à Lucie, elle m'avait répondu en partie, mais je voulais une précision. C'était suite à la réforme de décembre 2019. Oui. Donc, la collectivité doit modifier son contrat d'assurance pour assurer sur les risques psychologiques, etc. Oui. Du coup, il est toujours suggéré quand même de prendre une assurance personnelle, nous personnellement. Oui. Voilà, c'était un peu ma question parce que du coup, on a interrogé notre assureur. Ils ont fait remonter ça dans les instances les plus hautes parce qu'ils étaient complètement perdus suite à la réforme. Moi, voilà, ma question, c'était est-ce qu'il faut toujours bien avoir une assurance personnelle à côté? Le maire et solliciter aussi les adjoints pour qu'ils en aient une. Oui. Nous, on le recommande fortement. Hein. Bien sûr, mais ça me paraît évident. Ça me paraît évident dès lors que… Vous pourriez expliciter un peu? Oui, bien sûr. Dès lors que vous êtes susceptible, vous ne pouvez pas présager de l'existence d'une faute personnelle.
et donc de la non-application de la protection fonctionnelle, tout simplement. Oui, Alors là-dessus, vous aurez on aura une session sur la responsabilité pénale et civile des élus qui sera très intéressante. Alors je vérifie, c'est le 24 juin à la même heure, à 17 h, et là vous aurez toutes les informations. Voilà, là, on va vous parler de toutes les fois où vous, élus, maires, adjoints et même les conseillers, pouvez engager votre responsabilité pénale et civile. Nathalie, Jean-Michel Arnaud, juste un mot sur ce point qui est essentiel. Damien l'a évidemment ciblé. On est à l'abri de rien, voilà, donc, et exposé à tout. Donc, je ne dis pas ça en direction des nouveaux élus pour leur mettre la pétoche, mais il faut avoir un contrat très serré, soit personnel, soit municipal avec les nouvelles dispositions. Mais il est indispensable de pouvoir au moins avoir l'esprit tranquille sur un risque réel, sérieux ou pas, auquel vous pourriez éventuellement vous trouver exposé durant votre mandat. Regardez l'actualité, y compris de ces derniers jours, dans les Hautes-Alpes. Vous remarquerez que des collègues ne se sont pas représentés parce qu'il y avait des contestations, il y avait des engagements juridiques, et pas seulement devant le tribunal administratif, je parle bien devant le tribunal correctionnel et autres. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel je vous invite à souscrire tous les contrats d'assistance et d'accompagnement juridique nécessaires et de couverture en termes de frais. C'est essentiel et indispensable. Voilà, l'expérience parle. Vous avez des exemples à nous donner ou des propositions à faire Sur quoi, M. Verrier? De l'ordre de 70, entre 70 et 80 €. Hein. La Maïf, oui, mais il y en a plusieurs, mais c'est même moins que ça. Hein. Il y a même franchement, il y a des contrats qui sont encore moins élevés que ça. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'était pas tant pour le montant, mais auprès de quel assureur? Hein? Ça, vous en avez plusieurs. Les assureurs classiques, M. Verrier, oui. Les grands institutionnels que nous avons dans nos contrats d'assurance municipaux et ailleurs. Mais bon, on pourra, si vous le souhaitez, M. Verrier, avoir une discussion privée par téléphone à ce sujet. Je vous donnerai 2-3 références utiles et nécessaires. Mais l'important, ce n'est pas finalement vers qui vous allez le souscrire, auprès de qui, pardon, vous allez souscrire votre contrat, c'est surtout d'en avoir un, car on a encore des collègues qui passent à travers les mailles et quand ils sont mis en exposition, fondée ou infondée, ils se retrouvent rapidement dans des situations très compliquées. Voilà, okay. On va revenir dessus, sur ce sujet-là, on reviendra plus en détail le 24 juin. Mais oui, bien sûr, c'est important, de même qu'il est important que chaque élu ait son assurance. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vrai que nous, on recommande, on évite les contrats groupés pour éviter d'avoir un même assureur et des mêmes garanties pour… plusieurs élus de la même collectivité peuvent engager la responsabilité lorsque c'est le même assureur qui assure ou que c'est le même contrat pour l'ensemble des élus, ça pose un petit souci. Mais bon, ça, on y reviendra. On va peut-être continuer, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les conditions d'exercice ou on passe à la retraite supplémentaire des élus? N'hésitez pas. Hein. Bon, alors Armelle Maga pour Fontpel, pour une présentation de Fontpel. Avec plaisir, merci Nathalie. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. D'accord, merci. Et est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, la présentation doit apparaître. Oui. D'accord, c'est parfait. Très bien, merci. J'espère que j'aurai moins de déboires que Charlotte. Eh bien, écoutez, je me présente. Donc, je m'appelle Armelle Maga et j'interviens pour le compte de l'association Fontpel dans le cadre de la distribution d'un dispositif de retraite supplémentaire pour les élus locaux, donc le dispositif Fontpel. Alors, comment je défile?
Voilà, ça va être comme ça. Voilà, très bien. J'ai 2 écrans, donc c'est un petit peu plus difficile. Parfait. Donc la retraite supplémentaire, elle s'inscrit dans le cadre de la loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux, sur lesquels d'ailleurs s'appuie grandement le statut de l'élu local. Dans cette loi, un volet sur la retraite prévoit que chaque élu local indemnisé a le droit de constituer une retraite par rente avec participation de sa collectivité et disponible dès 55 ans. Naturellement, l'Association des maires de France a en 92 créé un régime de retraite et une association du même nom, donc FONPEL. Cette création, elle a été faite donc, pour répondre à ce droit spécifique qui est octroyé à l'ensemble des élus locaux. Donc, quand on parle d'élus locaux, on entend bien donc les élus de collectivités de mairie, également de PCI et jusqu'à l'échelon régional en passant donc, par le département. Quand on parle d'un élu local indemnisé, donc à partir du moment où vous percevez une indemnité, que vous soyez maire, adjoint, conseiller délégué, vous avez la possibilité de souscrire au régime FONPEL. Vous pouvez également y souscrire si vous avez plusieurs mandats indemnisés. Là, il s'agit bien de valoriser votre engagement au service de vos concitoyens, au service de votre collectivité, mais également de compenser des pertes de revenus éventuelles à la retraite. Tout simplement parce que le temps que vous passez en collectivité, vous ne le passez pas à votre famille et vous ne le passez pas non plus à une évolution professionnelle propre, mais également, vous avez, en termes de retraite, vous pouvez avoir des pertes de revenus du fait d'une évolution professionnelle ralentie ou carrément d'une baisse de votre temps de travail, comme ça arrive pour certains élus. Vous avez également des absences qui ne génèrent pas de droit à retraite, comme notamment les crédits d'heures. Donc, ce que prévoit la loi, tout d'abord, il s'agit d'un dispositif facultatif, ce qui est le cas pour toutes les retraites supplémentaires. Si vous choisissez d'y souscrire de façon collégiale dans votre collectivité, très bien. Si seuls quelques élus souhaitent adhérer, libre à eux. Ce dispositif, si on le compare à l'IRCANTEC notamment, donc il vient en supplément de l'IRCANTEC. C'est finalement le 3e niveau de retraite. L'IRCANTEC étant la retraite obligatoire des élus, et l'IRCANTEC, on le perçoit une fois qu'on a terminé l'ensemble de ces mandats locaux, mais également qu'on dispose d'un titre de retraite. Donc, il faut aujourd'hui avoir au minimum 62 ans, sauf exception. Également, par comparaison avec l'IRCANTEC, c'est un dispositif en capitalisation, c'est-à-dire que l'ensemble des cotisations que vous allez verser vont permettre de financer votre propre retraite. Vous allez avoir la possibilité de choisir parmi 3 taux qui sont prévus dans la loi, 4%, 6% ou 8% de votre indemnité brute. Et vous avez également la possibilité de racheter des années de mandat antérieures, donc depuis l'origine de la loi, depuis 1992, à la condition d'être toujours indemnisé et toujours dans la collectivité. Et on va également, sur les indemnités que vous avez perçues sur la période de rachat, on va également y appliquer votre taux de cotisation. Et donc, la spécificité du dispositif, c'est bien l'abondement de la collectivité. C'est une dépense obligatoire qui est inscrite au Code général des collectivités territoriales. Ça traduit, là encore, l'obligation de protection sociale de la collectivité qui est due à ses élus, au même titre que la retraite IRCANTEC, que le DIF ou que les cotisations URSSAF pour les élus qui y sont soumis. Et l'abondement de la collectivité, il est bien sur les cotisations régulières, mais également sur les cotisations de rachat.
Les atouts du dispositif. Vous allez, dans un premier temps, sécuriser votre capital de 3 façons différentes. L'ensemble des cotisations que vous allez verser pendant la phase de cotisation vont être protégées, c'est-à-dire qu'en cas de décès, elles seront reversées à un ou plusieurs bénéficiaires. La deuxième garantie, elle est spécifique au dispositif qui a souscrit spécifique à l'association Fompel, qui a souscrit auprès de SMAC l'assurance une garantie complémentaire pour l'ensemble de ses adhérents en cas de décès, invalidité et interruption d'activité professionnelle liée au mandat. Décès et invalidité liés au mandat, je vous donne un exemple. Vous faites une visite de chantier avec les commerçants du quartier. Vous avez un accident grave, voire mortel. Eh bien, si ce n'est pas vous, vos ayants droit percevront une garantie. Pour ce qui est de l'activité professionnelle, l'interruption d'activité professionnelle, donc là, ça s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont toujours une activité professionnelle. Vous devez interrompre votre activité professionnelle pour vous consacrer à votre mandat. Eh bien, SMAC Assurance va compenser votre perte de salaire proportionnellement au temps où vous aurez interrompu votre mandat. Alors, il y a des conditions, il y a des plafonds, mais pour être très transparent, pendant la crise du Covid, à plusieurs reprises, des élus ont actionné cette garantie. Donc, c'est vraiment l'objectif est bien de protéger vos cotisations et votre salaire. Et enfin, une troisième possibilité de rachat partiel, mais là qui est très encadrée par la loi et qu'on applique en cas de coup dur, donc que je vous ne souhaite absolument pas, on a la possibilité de liquider sa retraite en cas de décès du conjoint, de fin de droit au chômage, d'incapacité de deuxième et de troisième catégorie, de surendettement ou encore de liquidation judiciaire. Donc là, c'est vraiment des cas qui sont très spécifiques. Deuxième atout, et là on est plutôt sur la phase de la liquidation, vous allez percevoir une rente à vie. Donc c'est bien l'esprit de la loi, c'est de compenser à la retraite de manière viagère vos pertes de revenus. Donc vous commencez à percevoir votre retraite. Tant que vous êtes en vie, votre retraite vous est versée. Elle est versée donc sous forme de rente. Une rente, c'est une somme que vous allez percevoir trimestriellement et toujours à vie. Pour les rentes qui sont inférieures à 480 € et que l'on appelle les rentes dites de petits montants, au lieu d'apercevoir une rente viagère, on va vous octroyer en une seule fois un capital. Donc, à l'issue, quand vous demanderez votre liquidation, si votre rente est inférieure à ce montant, au lieu de percevoir cette rente, vous percevrez en une seule fois un capital. Cette rente, elle est également protégée à la liquidation, puisque si jamais vous venez à décéder prématurément, un bénéficiaire pourra percevoir ou percevra jusqu'à vos 75 ans théoriques votre retraite. Je m'explique. Vous commencez à percevoir votre retraite Fompel à 64 ans, vous décédez à 65 ans, et bien de vos 65 ans théoriques à vos 75 ans théoriques, une personne percevra 100% de votre retraite. Là encore, on préserve votre rente. Et enfin, vous le voyez, vous bénéficiez d'un revenu garanti. En effet, le dispositif Fompel, c'est un dispositif de retraite en points. L'ensemble des cotisations que vous versez, elles sont transformées automatiquement en points selon votre âge. Plus on est jeune, moins le point vaut cher. C'est tout l'intérêt. Ce qui signifie qu'au fur et à mesure de vos cotisations, vous allez générer des droits à retraite minimum. Donc, vous constituez votre retraite au fur et à mesure de vos cotisations. Les éléments différenciants donc, du régime Fompel, tout d'abord, c'est la sécurité du régime, qui est d'ailleurs clairement induite de ce que je vous disais précédemment sur les régimes
de retraite en points, puisque les droits que vous avez acquis, je vous le disais tout à l'heure, à retraite minimum, eh bien, il signifie que la rente que vous allez percevoir, elle ne pourra jamais diminuer. C'est encadré par la loi. Pourquoi? Parce que c'est l'assureur, CNP Assurance, qui va être porteur du risque, en fait. CNP a l'obligation de faire face à ses engagements actuels, donc de payer les rentes des rentiers, mais également d'anticiper les rentes, les futures rentes des cotisants. Et pour ce faire, il va devoir provisionner ses engagements. On considère que un régime il est en bonne santé quand les provisions, on va dire, sont supérieures à 110%. Fompel est à hauteur de 126% de provisionnement. Donc, c'est un régime en bonne santé, vous le verrez plus tard, qui se porte très bien, un régime pérenne, et le fait que ce soit encore l'assureur qui soit le porteur du risque, eh bien, la volonté de préserver les intérêts de l'adhérent. Deuxième élément différenciant, la souplesse du régime. Je vous parlais du rachat tout à l'heure. Le rachat, vous avez la possibilité de l'échelonner sur toute la durée du mandat. Vous avez également la possibilité d'adhérer sans rachat et de vous décider au cours de votre mandat de procéder à un rachat d'année antérieure. Vous pouvez également modifier le taux, suspendre, donc modifier le taux à la hausse ou à la baisse, bien évidemment, et suspendre momentanément vos cotisations sans frais supplémentaires. Et bien évidemment, tout ce qui a été cotisé n'est jamais perdu. C'est vous qui êtes maître de votre contrat d'assurance. En fait. Dernier élément de souplesse, vous avez la possibilité de liquider à partir de 55 ans. Ce que j'ai oublié de vous dire en début de mandat, c'est que bien évidemment, en début d'intervention, c'est que le dispositif, il est bien éligible à l'ensemble des élus, quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez en activité, en retraite, au chômage ou quelque autre situation. Donc, la liquidation, elle est possible à partir de 55 ans, même si vous êtes encore en mandat. Il faut avoir cotisé au minimum 3 ans, même si vous êtes encore en activité professionnelle. On ne vous oblige pas à avoir atteint l'âge légal de la retraite pour pouvoir y prétendre. Et enfin, le dernier élément différenciant, la transparence. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est l'Association des maires de France qui est à l'origine de la création de Fompel. En termes d'image, il y a une obligation de transparence, d'information régulière aux élus. Donc, ces informations, elles sont faites aux adhérents, aux cotisants. Elles sont également accessibles sur le site. Vous retrouvez quelques chiffres sur la santé du régime. Je vous parlais du rendement du régime. Donc, il est à hauteur de 2,40% sur l'année dernière. Des frais de gestion qui sont les plus bas du marché. Et puis, une information sur la revalorisation des rentes, puisque, bien entendu, l'objet les statuts de Fompel prévoient bien que son objet, c'est de servir des rentes, et tant qu'à faire, des rentes en augmentation. Sur 2019, on était à 1,10. Sur les années précédentes, on était plutôt autour de 1% de revalorisation. Pour terminer, je rappellerai que Fompel, c'est bien une association d'élus qui a été créée par des élus, pour des élus, et l'ensemble du conseil d'administration est constitué de membres bénévoles. Un dernier mot sur les espaces sécurisés. On le sait, aujourd'hui, la dématérialisation, elle a quand même un côté extrêmement pratique, surtout quand on est confiné chez soi. Donc, nous avons mis en place depuis 1 an à peu près 2 espaces. Un espace pour les adhérents, là encore, qui leur permet de gérer leur contrat à leur convenance, d'avoir leurs informations. Et un espace pour les collectivités qui permet aux collectivités d'échanger avec le service gestion sur les déclarations de cotisation, les déclarations sur les entrées et sorties des nouveaux élus. Voilà, donc en résumé,
vous bénéficiez bien d'un droit qui vous permet de valoriser votre engagement électif et compenser vos pertes de revenus. Vous allez avoir une retraite qui est garantie et régulièrement revalorisée. Et enfin, vous percevez une rente à vie qui est partiellement défiscalisée. J'ai encore oublié une petite chose sur la fiscalité tout à l'heure, de vous dire que la rente, c'est un revenu, vous devez la réintégrer dans vos revenus. Néanmoins, elle est grandement défiscalisée puisque exonérée au minimum de 50% et ça peut aller jusqu'à 70% d'exonération en fonction de l'âge auquel vous demandez votre retraite. Voilà, j'en ai terminé. Je terminerai encore quelques petits instants donc, en vous communiquant donc, le numéro unique ainsi que le site Fompel sur lequel vous retrouverez l'ensemble des éléments. Vous pourrez y adhérer en ligne. Vous pouvez également nous contacter pour avoir une estimation de votre retraite, demander de l'information, demander une réunion à distance également ou en présentiel en fonction de nos possibilités avec l'ensemble des élus indemnisés. Et si je peux me permettre d'aborder ce sujet de la protection sociale des élus, donc de la retraite et de la retraite supplémentaire, il est important de s'y pencher dès le début du mandat, puisque on voit bien en fin de mandat, énormément d'élus se manifestent en disant j'ai pas eu le temps de m'en occuper dès le départ et maintenant ça génère des rachats qui peuvent être importants et pour les élus et pour les collectivités. Donc si vous avez la possibilité, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner le plus vite possible. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite également un très bon mandat, pleine réussite et épanouissement dans cette belle aventure. Merci de votre attention. Merci Armelle. Oui, Madame Maga. Pardon, oui, Nathalie. Arnaud. Oui, Jean-Michel Arnaud. Juste pour d'abord remercier Madame Maga de sa présentation, indiquer de mon point de vue l'absolue nécessité sans complexe, parce que c'est effectivement un droit pour compenser des pertes de revenus, notamment pour les personnes qui sont en activité. Et pour les autres, cela fait partie du statut de l'élu. Être élu implique des engagements, parfois et souvent des contraintes. C'est le fruit, cette disposition de retraite supplémentaire, de combat d'élus depuis 20 ans, 30 ans. Et vous avez la possibilité, parce que chacun d'entre nous avons à l'esprit l'attachement aux finances publiques communales, notamment dans les communes les plus rurales, de pouvoir, comme cela vous a été dit, de mettre un pourcentage qui peut aller jusqu'à 8%, mais il peut être inférieur pour souscrire de manière paritaire donc votre participation à la constitution de ce fonds de pension des élus locaux paritairement avec la collectivité locale. Et faites-le, comme cela vous a été dit, immédiatement, car cela évite ensuite des conditions de rachat très importantes, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Sachez que cela a été également dit, cette association est une association à but non lucratif. On n'est pas des compagnies d'assurance classiques, on n'en est d'ailleurs pas une. On est adossé à des gestionnaires de haut niveau, mais nous sommes une association d'élus adossée à l'AMF. Et il s'avère que je suis un des administrateurs nationaux de Fompel, élu par mes pairs. Et je peux vous garantir que ce fonds de retraite est nécessaire pour les élus locaux. Et parce que nous sommes en configuration de visioconférence entre élus, je crois qu'il faut qu'on se dise des choses. Souscrivez dès maintenant et vous pourrez, comme ça, tranquillement, exercer votre mandat et préparer la fin de votre mandat. C'est le principe même d'être élu. Un jour, ça s'arrête et vous aurez la possibilité d'avoir une retraite complémentaire aussi à l'IRCANTEC, qui est une cotisation obligatoire. On n'en parlera peut-être pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de la rencontre et de la visioconférence d'aujourd'hui, donc qui constitue finalement un package de l'accompagnement à la vie d'élu local. Voilà ce que je voulais rajouter avec un regard expérimenté d'élu local et d'administrateur de la Fompel. C'est vrai qu'on avait peu de temps pour aborder toutes ces questions-là. Effectivement, tout ça fait partie, mais en 1 heure de temps, développer le statut, c'est pas facile. Hein. On est obligé de mettre un focus sur ce qui nous paraît le plus important. Je vous renvoie, alors je remets le lien
vers la brochure Statut de l'élu, qui pour le coup, elle est très complète. Et c'est une Bible. Hein. Elle a en plus été actualisée la semaine dernière. Et elle est régulièrement actualisée. Et je voulais aussi ajouter quelque chose. On a parlé de la fiscalisation des indemnités. Vous recevez également par votre association départementale tous les ans une petite note au moment de la déclaration aux services fiscaux. Vous recevez tous les ans de la part de votre AB une petite note explicative sur quoi déclarer, etc. et la façon dont tout ça fonctionne. Avant de laisser la parole à votre président pour un mot de clôture, je remercie nos deux intervenantes, Armelle Maga et Charlotte Arnaud. Il y avait une question, Nathalie. Il y avait une question. Alors, je pense que peut-être j'y ai répondu un peu tardivement parce que c'était en privé. Ah, bah voilà. Alors, comment? Je ne vous dirai pas de qui elle émane. Donc, la question était, les retraités actuels ne peuvent pas en bénéficier. Donc, c'est vrai que je l'ai dit un peu tardivement. Mais si, en fait, c'est vraiment complètement décorrélé de votre statut. Vous êtes en activité d'élu, en fait. Donc, c'est éligible à partir du moment où on a plus de 18 ans. Mais la question intéressait tout le monde, donc elle aurait mérité d'être posée en public. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur le Président. Oui, ce sera très rapide. D'abord, merci aux intervenantes pour leur présentation et la précision aussi des informations données. J'espère que l'ensemble des participants et participantes se sont retrouvés dans les préoccupations qui pourraient être les leurs dans le cadre de cette formation sur le statut de l'élu. Nous passerons le 18 juin à une autre session de formation autour du fonctionnement du conseil municipal. Vous commencez à en avoir quelques expériences pour les nouveaux élus. Et puis, on va décliner donc le 24 juin, responsabilité pénale et civile, cela a été dit. Les fondamentaux de l'intercommunalité, vaste sujet de l'intercommunalité. Le 25 juin, le maire employeur, qui est un sujet aussi qui a toute sa prégnance avec la complexité des statuts de la fonction publique territoriale, des métiers que nous avons accompagnés dans le cadre de nos missions. Un sujet le 2 juillet, tout ce qui est lié au droit du sol, la planification, PLU, SCOT et consorts, les marchés publics, un sujet particulièrement exposé en termes de responsabilité, parce qu'on se retrouve parfois au milieu de champs de tir qui ne nous concernent pas, mais sur lequel il faut être particulièrement avisé pour éviter justement de s'y retrouver. Et puis le 8 juillet, pardonnez-moi, le 9 juillet, dernier volet sur une dimension, une thématique beaucoup plus technique, qui est l'élaboration d'un budget. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en introduction, à contacter Lucie et à nous contacter pour toute question utile et nécessaire. Au-delà de Lucie Cézanne, dans notre organisation départementale, sachez qu'on a une quarantaine, cinquantaine de collaborateurs de très haut niveau auxquels vous avez accès via votre association départementale, qui sont des collaborateurs qui sont les salariés de notre association nationale des maires, qui sont des experts et qui sont là pour vous accompagner dans l'exercice de votre mandat. Et puis, dernier conseil avant de vous quitter ce soir en vous remerciant de votre attention, n'hésitez pas aussi à nous appeler. Le 06, le contact téléphonique est souvent utile. Et puis, vous verrez qu'en participant régulièrement à nos réunions d'associations départementales, vous allez, pour les nouveaux, vous constituer vos propres réseaux et trouver par le retour d'expérience et le transfert d'expérience beaucoup de réponses à des questions, dans tous les cas 90% de vos questions dans la gestion locale. Pour les 10 autres % plus complexes, bien, on est là avec l'AMF. En tous les cas, bonne soirée. Merci à Lucie Cézanne, à Nathalie pour la coordination de cette journée de formation de visioconférence et puis pour tout le travail que vous faites pour nous accompagner dans nos missions d'élus au quotidien tout au long de l'année. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée et bon mandat. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Lucie, j'ai écrit dans le chat que les sessions étaient enregistrées. Ah ben elle est partie. Connectée. Bon, ben, pour ceux qui restent, j'espère que tout le monde a vu. Elles sont toutes enregistrées, donc si vous ne pouvez pas être présent sur certaines, n'hésitez pas. Elles
elles seront disponibles sur le site de votre association départementale en replay. Au revoir. Nathalie, est-ce que je vous ai envoyé le diaporama ?